je suis Madame donc Laurence Leveste, chef de service enfance soutien à la parentalité. Donc c'est un pôle dans lequel est un service AGBF à l'UDAF 06 Alpes-Maritimes. Donc sur la question de comment la MGAGBF, alors je ne vais pas dire MGAGBF, je vais raccourcir, je vais parler d'AGBF. Donc on sait que je parle d'une mesure judiciaire AGBF. Donc comment la AGBF, comme ça, oui, comment l'AGBF permet de favoriser, de faire exister le pouvoir d'agir des parents dans le cadre de l'articulation des mesures de la protection de l'enfance. Donc je prends la place à cette table ronde en lieu et place de Mathilde Brossard, DPF à l'UDAF 06, qui vient d'accoucher d'un petit garçon, donc prise par ses obligations de nouveaux parents. Je vais donc tenter de relater son travail et j'espère ne pas le trahir. Étant donné que je vais souvent utiliser, alors je l'ai déjà dit, aussi il a été plus aisé pour Madame Brossard d'illustrer son propos sur l'articulation du partenariat entre mesures AEMO, AGBF, puisqu'il s'agit de son quotidien. Donc l'AGBF s'inscrit dans le cadre, on l'a vu à plusieurs reprises, de la protection de l'enfance, et cette mesure est un apport supplémentaire au soutien à la parentalité. Il ne s'agit pas d'une mesure de protection pour les adultes, donc nous ne parlerons pas de mesure de tutelle, bien que cette représentation est très présente dans l'esprit des bénéficiaires de la GBF et présage d'une relation particulière. Souvent, les parents, lors de l'ouverture de la mesure, disent « mais moi, je ne veux pas être sous tutelle ». Ils viennent signifier qu'ils souhaitent garder leur pouvoir d'agir, ce qui est pour moi un bon signe. Le parent conserve son pouvoir d'agir plein et entier, donc. Il a des dettes, sa situation budgétaire est précaire, mais il peut continuer d'en contracter d'autres ou de stopper l'hémorragie pour assainir sa situation. Donc il a le choix. J'ai perdu le fil. Tac, 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 tac. Donc, pour stopper l'hémorragie, pour assainir sa situation. La GBF ne prend pas la main sur le budget de la famille, mais sur le versement des prestations familiales. Donc, une partie du budget familial, parfois minime. On peut percevoir que 65 € par exemple. Bien souvent, la GBF est concomitante à d'autres mesures. Placement de l'enfant, visite médiatisée en présence d'un tiers, AEMO, assistance éducative en milieu ouvert. C'est le juge des enfants qui décide, surtout en cas de placement, du maintien ou pas des versements des PF, prestations familiales, à la famille ou à un tiers, qui peut être l'UDAF ou la sauvegarde, ça dépend des territoires. Bien souvent, ce maintien du versement à un tiers AGBF favorise le travail ou amorce la question du retour de l'enfant à domicile sous la forme de droits de visite et d'hébergement, de manière séquentielle ou à plein temps. La pluralité de mesures va engager les professionnels à définir les contours de son action auprès du parent. La GBF vient questionner le parent sur son pouvoir d'agir, sur la gestion de son argent, ses ressources, les ressources de son foyer, dans l'intérêt de ses enfants. Et l'AEMO viendra questionner le parent sur son pouvoir d'agir dans sa relation avec son ou ses enfants, sans perdre de vue les intérêts, supérieurs de celui-ci. Ces deux axes constituent, pour ces deux mesures judiciaires, l'AEMO et AGBF, une obligation de mener leurs mesures de manière coordonnée pour plusieurs raisons. Ne pas perdre le parent avec des discours contradictoires ou des injonctions paradoxales, d'où la nécessité de communiquer, de se connaître pour travailler ensemble. La notion d'ensemble engage le parent et les professionnels intervenant auprès de lui. Elle va nécessiter, d'une part, que le parent reste au centre de ses accompagnements et que les démarches soient réalisées dans l'intérêt de l'enfant avec lui, à côté de lui, mais le moins possible à sa place. Selon ma collègue DPF, l'articulation de ces mesures judiciaires est de la responsabilité des institutions. En coordonnant les interventions ou en les contractualisant. Mais il est aussi de la responsabilité des travailleurs sociaux sur le terrain. En effet, chaque professionnel va devoir expliciter à l'autre son cadre d'intervention, ses missions et ses limites.
Celles-ci sont limitées dans le temps puisqu'encadrées par une décision judiciaire n'excédant jamais 2 ans. Pour rendre ces interventions respectives compréhensibles pour les parents, des rencontres tripartites sont nécessaires. Les audiences communes aux échéances des mesures permettent de travailler selon un même calendrier et de donner du sens à l'accompagnement de la famille sur le regard du juge des enfants. De plus, le travail ensemble et l'articulation des mesures permettent aux professionnels d'avancer avec parfois plus de facilité dans leur accompagnement respectif auprès de la famille, en communiquant, déléguant des tâches ou en étant un relais dans la relation avec la famille pour l'autre travailleur social. L'un ou l'autre, en fait, ça aussi entre les deux services. Cela permettra à la famille de trouver un intérêt à s'inscrire dans l'accompagnement, ce d'autant, il faut le rappeler, qu'il s'agit de mesures sous contrainte. Donc, toutes les parties sont sous contrainte pour des raisons différentes, à des niveaux différents, mais toutes les parties engagées dans cet accompagnement le sont. La coordination des professionnels permet également d'éviter de perdre le parent dans l'ensemble des actions à mener, tant sur le plan budgétaire qu'éducatif auprès de l'enfant, tout en prenant en considération l'agenda personnel et familial de la personne accompagnée. Pour illustrer son propos, ma collègue s'est interrogée sur la question du comment accompagner le passage du judiciaire à l'administratif ou de l'administratif au judiciaire. L'autonomie budgétaire est l'objectif de la mesure. Cela passe notamment par la réappropriation des démarches de droit commun. Par notre accompagnement, nous tentons d'investir le parent dans les démarches administratives et de redonner du sens à celles-ci. Néanmoins, cela c'est pas toujours évident lorsque les partenaires refusent de rencontrer la famille ou de réaliser des démarches avec elle, du fait qu'il y ait une mesure MJA-GBF. Là, je dis MJA-GBF parce que voilà. Aussi se pose la question du retour en accompagnement administratif à l'issue de la MJA-GBF si aucune rencontre ni aucun lien n'a été fait avec les assistants sociaux du secteur, notamment durant l'exercice de la mesure. Voilà. Il se pose donc la question de la fin imposée de notre intervention lorsque plus aucun l'enfant n'est à charge du parent ou que ce dernier n'ouvre plus droit aux prestations familiales. Nous pouvons passer le relais vers une mesure de type administratif comme la MASP, on en a parlé tout à l'heure, la mesure d'accompagnement social personnalisé. Pour cela, il faut que la personne accompagnée ouvre droit à des prestations sociales de type allocation adulte handicapé, revenu de solidarité active, etc. Néanmoins, dans les Alpes-Maritimes, aucune pratique entre les différentes mesures et partenaires n'est institutionnalisée. Il est pourtant nécessaire qu'elle soit coordonnée. En effet, selon le secteur d'intervention, au sein même du département du 06, donc il y a 2 territoires, il y a le TPE de Grasse et le TPE de Nice, le partenariat ne peut ne pas fonctionner. Donc, dans le cas de la déléguée qui a changé de tribunal, donc de territoire, elle est passée de Grasse à Nice, elle fait le constat qu'en fait, le fonctionnement avec les partenaires n'est pas le même sur Grasse que sur Nice. Et que sa collègue étant partie, tout est perdu. Il n'y a plus de lien avec les partenaires, AEMO, MSD ou MDS, ça dépend d'où on vient. Tout se perd, donc elle est convaincue qu'il est important que le partenariat soit institutionnalisé. Et j'en ai fini. Bien, je vais prendre le relais à celui de Madame Levestre. Levestre. Voilà. Vous m'avez tendu la perche, vous avez bien amené le relais en parlant d'un besoin d'institutionnaliser des pratiques. Voilà. Alors, pour ma part, je vais me présenter, Philippe Bouquiot, je suis administrateur au CNDPF, ancien vice-président et ancien directeur de service DPF dans le département de l'Eure, en Normandie, tout en haut. Voilà. Donc, je vais
tout de suite rebondir sur vos dernières phrases, vos derniers mots, à savoir la nécessité et le besoin peut-être d'institutionnaliser des pratiques. Un travail a eu lieu, l'idée d'un travail a émergé avec le CNAEMO, que vous connaissez, le Carrefour national d'action éducative en milieu ouvert. Et c'est un travail qui émane d'échanges et de constats, un peu le constat que posé là, savoir que selon les affinités, selon les territoires, selon les personnes, il existe effectivement un travail de mise en lien, un travail de coopération, de collaboration, un travail de concertation, mais pour l'heure, ce travail-là dépend quasi exclusivement des personnes et ne semble pas, même s'il n'est pas interdit, ne semble pas porté par les institutions. Ce qui peut poser une question quant à l'équité de traitement sur un même territoire par rapport à la prise en charge de tel ou tel accompagnant de telle ou telle famille au profit de tel ou tel enfant. Donc l'idée de ce travail avec l'EMO émane de ce type d'échange. De constats et de réflexions éparses, et il nous est apparu intéressant de pouvoir formaliser ce que pourrait être la construction d'une collaboration, d'une coopération entre des mesures d'AEMO, des mesures d'AGBF, des mesures d'AESF, des mesures d'AEB, en essayant avec tout le croisement possible qu'on peut imaginer. Donc une rencontre, dans un premier temps, a eu lieu entre membres Bérangère Tailleux, que vous avez applaudi tout à l'heure, était donc présidente à l'époque du CNDPF et moi vice-président, et nous avons rencontré les membres du conseil d'administration du CNAEMO, et en fait on ne savait pas trop vers quoi nous allions, et on a décidé finalement de créer un groupe et puis de voir un petit peu ce qu'il allait produire. Et il a produit alors ce n'est pas un référentiel, c'est un petit guide, que j'ai dans la main, là, que je vous montrerai et qu'on fera circuler. Donc je vais pas vous faire la lecture de ce guide-là, mais il n'empêche que cette rencontre-là des membres du CA et l'idée, la projection d'un travail avec CNDPF et CNAEMO était un début d'institutionnalisation de ce travail de coopération entre les différentes mesures, du fait du regroupement, de la rencontre de ces deux instances nationales. Donc l'idée est de pouvoir travailler sur des pratiques communes, dès lors que, j'ai déjà dit, alors AGBF, je dis AGBF aussi, je dis pas MJ AGBF, on a compris, et du reste, une petite parenthèse, je me demande pourquoi le législateur a posé mesure judiciaire devant AGBF, puisque de fait, c'est une mesure judiciaire, on ne dit pas une MJ AEMO. On dit une AEMO, on dit une AED, on dit une AESF. Enfin, voilà, je ferme la parenthèse. Donc l'idée, c'est d'institutionnaliser des pratiques, de permettre une institutionnalisation des pratiques lorsque ces types de mesures sont exercés de manière concomitante auprès d'une même famille en faveur des mêmes enfants. Au niveau du groupe de travail CNAEMO CNDPF est apparu un constat qui s'est très très vite confirmé, et ça a été abordé tout à l'heure, à savoir le constat d'une méconnaissance de l'AGBF. Alors que les travailleurs sociaux d'AGBF connaissent plutôt bien la mesure d'AEMO, à l'inverse, les travailleurs sociaux d'AEMO, je ne sais pas, je vois des têtes qui font ça, les travailleurs sociaux en AEMO ont vraiment une connaissance très très faible, voire tronquée, de ce qu'est une mesure d'AGBF avec des représentations qu'on a évoquées ce matin. Moi je me souviens d'un collègue chef de service à UMO qui disait voilà les banquiers, voilà, toujours en réduisant la fonction du délégué à une fonction de gestionnaire à la place d'eux, et pas du tout, ou très peu, même si les choses évoluent, dans une dynamique de relations éducatives, dans une dynamique
de penser que la gestion de l'argent est un support à la relation éducative, même si elle a une fonction très très précise et on a des objectifs très précis dans le cadre de la mesure de la GBF. Voilà. Mais bon, un regard très très simpliste, simplifié, et qui interrogeait, enfin plutôt moqueur, enfin on va dire. Hein, enfin, voilà. Ce qui renvoie aussi sans faire pleurer dans les chaumières, comme on dit en Normandie, hein, mais de toujours avoir ce sentiment. Ça a été abordé, je ne sais plus, ce matin, j'ai entendu, enfin, de la suprématie de l'UMO par rapport à la GBF, hein, dans la représentation, la noblesse du travail social en AUMO, la GBF qui finalement s'occupe des tâches bassement matérielles, enfin, et puis pas bien, très très dans le contrôle. Hein. Est-ce que vous allez vérifier dans le frigo s'il y a encore des yaourts pour les petits et les dates de péremption sur les yaourts, vous le savez bien vérifier. Voilà. Enfin, en AUMO, on tendance à regarder la mesure de la GBF comme une mesure, une sous-mesure, quoi. Enfin, voilà. Ce matin, était posée la question, me semble-t-il, de qu'est-ce qui fait que, dans les représentations, hypothèse, hein, juste une hypothèse, hein, il semble, enfin, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question-là, dans le cadre d'un mémoire de Master 2, et il apparaît, en regardant sur le plan juridique, l'apparition historique de ces mesures-là, que la mesure, alors dans les représentations, la mesure de la GBF, ex-TPSE, est affiliée, je dirais, au régime de Vichy. Travail, famille, patrie. Hein, avec une époque, avec la survalorisation de la famille, enfin bon, bon. Alors que la mesure de la UMO est, elle, affiliée à la libération, 1945. Voilà. C'est une hypothèse. Hein. Alors, sachant aussi, encore une petite parenthèse, que le texte de 45 est une... Pas trop de parenthèses, parce que... D'accord. Que le texte de... D'accord. Mais après, il y aura des échanges, hein, donc on pourra. Voilà. Donc, je finis quand même. Le texte de 45 est un texte qui avait été élaboré sous le régime de Vichy et qui avait été mis sous le coude et qui a été un petit peu remanié pour rentrer, enfin, faire l'ordonnance de 45. Je ferme la parenthèse et j'essaie de retrouver mon petit papier. Donc oui, au niveau du groupe CNAEMO CNDPF, les observations que nous pouvions faire pouvaient être transposées aux observations que nous pouvions faire sur le terrain auprès des services, à savoir une méconnaissance de l'autre, à savoir un besoin d'expliciter les limites des interventions voilà. Donc ce sur quoi nous avons travaillé, et je n'irai pas dans le détail, d'une part parce que je n'ai pas le temps, ça serait fastidieux, hein, c'était de réfléchir à ce qui, alors dans un premier temps, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais, hein, et peut-être dans un second temps, ou de manière un peu circulaire, qu'est-ce qui nous rassemble? Et aussi, mais qu'est-ce qui nous différencie? Et qu'est-ce qui peut faire frein, hein, à ce travail-là? Alors, une autre question qui a été aussi soulignée et jugée, enfin, question ou bien axe de travail, c'est dans un travail de coopération ou de collaboration, c'est d'être vigilant à ce que chaque mesure conserve sa singularité, sa spécificité. L'idée étant aussi de ne pas poser et imposer une coopération comme un dogme, hein, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Mais à minima, que dans les services se pose la question, y a-t-il une autre mesure que celle que j'exerce? Et auquel cas, comment pouvons-nous travailler ensemble sans se poser une obligation de faire, mais en se posant la question, hein. Donc, j'arrête. La construction, enfin, donc pour institutionnaliser, on est un petit peu sur pas de la méthode, mais enfin des pistes de réflexion, hein, enfin des questions à se poser par rapport à une... Ah bon? Pas du tout. Attendez. Non, j'arrête.
Donc, dans l'idée d'une institutionnalisation, qu'est-ce qui va venir institutionnaliser une pratique, sinon une inscription de ce type de pratique dans les projets de service? Voilà, je voulais en venir pour conclure sur cette idée-là. Et l'idée d'une coopération, on a parlé d'AEMO, voilà, mais elle est aussi très très importante avec les services du département, bien sûr. Hein, lorsque les enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, je ne dis pas placés à l'aide sociale à l'enfance, comment est-ce que les services AGBF peuvent travailler avec les services de l'ASE dans l'idée d'accompagner cet accueil, hein, au cours de l'accueil, et dans la perspective, bien sûr, d'une levée de cet accueil. Et là, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on m'entend. C'est sous le menton. C'est bon. Alors, Marie-Pierre Youssou, je suis chargée de projet au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc, on a bien entendu depuis ce matin on s'interroge sur la place des départements qui sont chefs de file de la protection de l'enfance et comment ils ne travaillent peu ou pas avec notamment l'AGBF, les services AGBF. Donc on a été interrogé, comme la plupart des départements, par l'UDAF 13 qui est venu taper à notre porte en nous disant « mais écoutez, vous êtes chef de file à la protection de l'enfance et pourtant vous êtes le prescripteur minoritaire de cette mesure ». Donc on s'est dit « ah, il y a peut-être un hiatus, on va essayer de comprendre ». Et on s'est mis en mode projet avec l'UDAF, où on a pris comme parti pris qu'on allait aller au-devant des professionnels et qu'on n'allait pas être sur une gestion de direction, je dirais comme ça, mais ça fait lien, parce qu'il faut qu'à la tête on réfléchisse au travail collaboratif et l'articulation pour que ça redescende parfois sur le terrain. Mais nous on a été proactifs, on s'est dit on va aller à la rencontre des maisons départementales, pas toutes à la fois parce que sur les Bouches-du-Rhône il y en a plus de 24, donc c'était compliqué. Donc il y a eu un choix de territoire dans un premier temps. On s'est dit on va aller rencontrer les professionnels, on va essayer de comprendre ce qui fait frein, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne sur les territoires. Et là, effectivement, depuis ce matin, on entend la même chose, c'est que c'est extrêmement hétérogène sur le territoire départemental, puisque sur certains sites, effectivement, il y avait une bonne représentation et de la mesure du délégué aux prestations familiales qui était repéré en tant que personne, et du coup, ça facilitait les échanges et la réflexion ensemble. Et sur certains territoires, pas de repérage du délégué aux prestations familiales qui, pour certains MDS, pourtant tient des permanences au sein même de la MDS, donc allez comprendre. Et surtout, on a découvert que parfois, il y avait une méconnaissance de la mesure, ça c'est sûr, des idées anciennes aussi, et parfois des certitudes. Mais oui, on sait ce que c'est la mesure, mais ça ne correspondra pas aux familles dont on a la charge, parce que la problématique majeure, c'est peut-être pas l'argent. Ou alors, de toute façon, les juges nous suivent jamais. Nous, quand on propose, il n'y a pas de mesures qui sont prononcées. Donc, on a essayé de déconstruire ça en allant à la rencontre, et on s'est dit que ce que vous disiez, il faut à un moment donné protocoliser. Alors c'est le choix qu'on a fait, d'aller vers un protocole d'accord partenarial, non pas pour dire à tout un chacun, il faut faire comme ça sur tous les territoires, de cette manière-là, vous faites une synthèse, un temps, etc., des choses qui n'ont pas d'intérêt, mais bien pour instituer des habitudes de travail, quels que soient les professionnels présents sur les territoires. Et c'est ça qui me paraît fondamental, c'est qu'en dehors de parler de collaboration institutionnelle ou de protocoliser, protocoliser, ça permet d'avoir un repère qui est utilisable, quelles que soient les personnes qui mettent en œuvre les mesures. Voilà, donc c'est vraiment ce travail-là qu'on a fait avec l'UDAF.
Entre-temps, on a été, en dehors de la crise sanitaire qui quand même modifie énormément, qui a modifié de manière importante notre manière de travailler sur le projet, puisque on a été stoppé dans l'aller vers, parce que du coup on dit aller vers les familles, nous c'était aller vers les professionnels, pouvoir questionner, pouvoir rassurer, pouvoir se mettre à disposition. Voilà, la visio, on l'a vu ce matin, c'est pas l'outil le meilleur pour travailler sur ces sujets. Et en même temps, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, je le dirais comme ça, a mis enfin la mesure AESF en œuvre. Manque de chance pour cette mesure, note de service qui tombe en janvier 2020. Donc vous voyez bien que l'exercice n'a pas été possible. Mais ça permet aussi de dire, voilà, il y a une mesure administrative. Alors pour l'instant, on est dans le travail avec les professionnels des MDS, d'appropriation, pas que des MDS, enfin pas que des professionnels de terrain, puisqu'il y a aussi les inspecteurs enfance-famille qui doivent s'approprier, s'emparer la totalité des mesures, y compris l'AESF. Ça pose pour l'instant un certain nombre de questions, même si le raz-de-marée de l'AESF, il n'y aura pas, mais a priori, mais en tous les cas, c'est la mesure administrative qui doit être mise en œuvre et on respecte du coup les termes de la loi. Ça permet aussi de travailler sur le fond avec les professionnels sur la graduation des mesures, des situations et comment on pense effectivement l'accompagnement de ces familles au niveau budgétaire. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement important. Ce que je veux rajouter quand même pour terminer, c'est qu'on parle de l'enfant confié, du volet protection de l'enfance, effectivement, important, mais il ne faut pas négliger, et moi j'y tiens absolument, l'aspect prévention. Et la prévention, c'est les assistantes sociales de prévention sociale pour les Bouches-du-Rhône qui mettent en œuvre et les conseillers en économie sociale et familiale qui ont connaissance de ces situations et qui vont en amont pouvoir observer et dire voilà, cette famille, il faudrait un accompagnement différent. Et si on accompagne sur le budget, on évitera effectivement peut-être que l'enfant soit confié. Voilà, je vous remercie. Il y a déjà des questions. Je passe peut-être le micro du coup. Ah, monsieur Socha, peut-être. Ah, d'accord. Monsieur. J'ai toujours quelque chose à dire, mais c'est le colloque des collègues, donc je ne veux pas squatter la parole. Madame Armando. Naïvement, articulation avec les autres mesures de la protection de l'enfance, naïvement. Est-ce que le projet pour l'enfant peut être un outil d'articulation pour cette protection de l'enfance? Parce que je ne l'ai pas entendu nommer dans vos interventions. J'entends il faut et mais du coup je me dis mais ok, mais sur quelle base? Je veux dire, il faut une base par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Voilà. Donc je voulais savoir si c'était effectivement un outil et comment il était utilisé, comment il était travaillé. Et vous n'avez pas non plus parlé en termes d'alerte. Je reviens aussi par rapport au TISF. Dans quelle mesure les TISF qui interviennent dans les familles, vous les situez comme des sentinelles ou des alertes, et quel est le travail qui pourrait être engagé avec ces personnes? Voilà, merci. Je prends la parole. J'avoue le micro. Je vais répondre à la première question. J'ai été victime de censure tout à l'heure. Donc, j'avais dans mes petites notes, j'avais prévu... J'avais prévu d'évoquer, de parler du projet pour l'enfant, puisque, si ma mémoire est bonne, le PPE, c'est la loi de 2007. Et la loi de 2007 est une loi qui promeut de cette manière-là, et notamment au travers le projet pour l'enfant, le travail de lien, le travail de continuité des interventions et tout. Alors même si nous devons le développer encore plus, voilà. Et ça fait partie des choses qui, je disais tout à l'heure, quand on élabore des projets de travailler ensemble, qu'est-ce qui nous rassemble? Effectivement, qu'est-ce qui rassemble l'AEMO, AED, AESF, AGBF? C'est leur inscription. Enfin, il y a des références institutionnelles aussi par rapport à ça. Enfin, il y a les références à la loi, le CASP pour l'une, le Code civil pour l'autre.
codifié dans le CAS la loi 2002 qui effectivement s'adresse tant aux services qui exercent des mesures d'AEMO que d'AESF, et ce sont effectivement des points de réglementation qui permettent ça. La notion de secret partagé aussi est à mettre, peut-être pas en exergue, mais à mettre dans la balance par rapport au travailler ensemble, qu'on ne nous oppose pas le fait qu'on n'a pas le droit de dire ceci ou cela. Après, bon, il faut les utiliser de manière parcimonieuse et à bon escient. Alors, en ce qui concerne le projet pour l'enfant, en tous les cas pour les Bouches-du-Rhône, c'est un outil qui est compliqué à utiliser. Déjà pour les services enfance-famille qui ont la charge de s'occuper des familles dont les enfants sont confiés. C'est vrai qu'on a essayé de mettre l'accent aussi, on n'a pas voulu cibler uniquement ce que je vous disais, en tous les cas pour nous, le travail avec ce volet-là de la prise en charge des familles, mais aussi en ce qui concerne la prévention sociale. Et là, je pense qu'en tous les cas, moi, mon point de vue, c'est qu'on essaie de convaincre et d'être dans le pragmatisme et de ne pas ajouter un outil qui pourrait sembler être lourd, même s'il est assez simple, mais rajouter effectivement de l'administratif à quelque chose qui peut peut-être se travailler autrement. Donc effectivement, le moyen, c'est un protocole d'accord, et pourquoi on a tenu à ce qu'il soit écrit et qu'il soit validé par l'Assemblée départementale, c'est parce que c'est un outil, c'est un support pour l'encadrement et pour les professionnels. Voilà, ce n'est pas qu'un document qui est signé par les parties et qui est rangé dans un tiroir. L'idée, c'est bien qu'il puisse servir d'un outil. Quant au TISF, effectivement, elles sont en première ligne, puisqu'elles vont dans les familles. C'est vrai que on travaille un peu moins étroitement, mais il y a des collègues du département, mais il me semble que quand même, je parle sous le contrôle, on travaille beaucoup moins étroitement avec ces personnels, puisqu'une grosse partie, tu n'es pas d'accord peut-être Nathalie ? Une grosse partie travaille avec la sauvegarde 13, a été rattachée à la sauvegarde 13, effectivement. J'ai parfois, moi, mais sur une vision plus lointaine, en direction, qu'il y a beaucoup plus de liens avec l'AEMO qu'il ne peut y en avoir parfois avec le conseil départemental, en tous les cas, comme je l'ai pu le connaître auparavant. Mais voilà, je dis peut-être une bêtise. Oui, bonjour, je suis Nathalie Roche, je travaille pour le département en tant qu'adjointe prévention sociale sur le territoire de Aubagne. Je voulais juste rebondir pour dire que dans le cadre donc, de la prévention, il y a des rencontres régulières qui ont lieu avec les TISF et avec leurs chefs de service pour toutes les situations qui sont un peu délicates, et l'objectif c'est vraiment de travailler en collaboration avec elles avant éventuellement de partir sur une phase un peu plus judiciaire. Donc juste, moi je rebondis en disant que sur le territoire, on travaille vraiment en étroite collaboration avec elles. Madame. Alors, rebonjour. Moi, je suis TISF, justement, dans un service de placement éducatif à domicile, au niveau du TPE de Toulon. En fait, je voulais juste faire une observation, parce que nous, au niveau des mesures judiciaires, on nous parle de rencontres. Donc, on prend le temps de la rencontre avec les familles, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, mais on prend aussi le temps de rencontrer les partenaires, parce qu'en fait, c'est des personnes qui connaissent déjà la famille, et qui travaillent déjà avec la famille. Donc au lieu de perdre du temps à faire de suite des objectifs avec la famille, on prend le temps de les rencontrer. Oui, bonjour, nous sommes un service d'action sociale prévention, et la question qu'on se posait, on souhaite développer cette mesure d'accompagnement budgétaire, mais en amont, nous avons des mesures exercées par les conseillers en économie sociale et familiale
d'accompagnement budgétaire. Et quand on se rend compte après de l'échec de cette mesure-là et qu'on veut passer à un autre stade, on se posait la question de savoir est-ce qu'il fallait attendre qu'il y ait l'intervention d'une AEMO ou est-ce que, voilà, en termes de procédure, voilà la question. Et quand il y a l'AEMO, est-ce qu'on peut nous faire cette saisine-là quand l'AEMO ne l'a pas fait également? C'est bien. Voilà. Les deux mesures AGBF et AEMO ne sont pas, c'est pas l'un avec l'autre, c'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Il n'y a pas il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que si il est identifié par un service une difficulté budgétaire de la famille, qu'il y a eu des tentatives administratives de réaliser sur cet accompagnement budgétaire. Et alors moi, j'aime pas trop le mot échec parce que derrière la GBF, si l'échec pour le service, c'est la fin du processus de l'expulsion, la GBF ne fera pas des miracles. Donc attention, enfin voilà, il faut bien, voilà, je pense que c'est important quand la question traverse les services préventifs d'une mesure MGA-GBF, ce serait bien de venir interpeller les services, que ce soit dans le 06, dans le 05 ou dans le 13, de venir interpeller les services pour dire voilà, ou faire une synthèse, se rencontrer et dire voilà, telle famille a telle difficulté, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut diriger la famille et l'accompagner. Mais surtout, il ne faut pas attendre que la maison soit à moitié brûlée pour dire « Ah, la GBF !» Et ils vont se débrouiller, parce que non, ils ne se débrouilleront pas. Ce ne sont pas des magiciens. En fait la difficulté, c'était de savoir quand il y a une mesure AEMO qui est exercée et qu'il y a déjà donc une mesure budgétaire où la famille en fait n'adhère pas, qu'on voit bien que les prestations ne sont pas utilisées au bien-être des enfants dans la vie quotidienne. Le rapport, est-ce qu'on le fait passer à l'AEMO et c'est l'AEMO qui est en lien avec le juge des enfants qui le prend ou est-ce que nous-mêmes on passe par le procureur ou le juge des enfants en fait? C'était ça aussi dans le circuit, comment on peut faire? C'est un signalement, c'est-à-dire que vous allez directement interpeller l'institution judiciaire sur une notion que vous avez constatée et vous êtes plus à même, parce qu'après on est dans le téléphone arabe, c'est-à-dire, enfin voilà, vous êtes plus à même, vous êtes en lien direct avec la famille, donc ça, c'est logique que vous soyez les porteurs du danger que vous avez repéré auprès de l'institution judiciaire, du procureur, qui après fait redescendre au juge des enfants. Il y a le manque de lien avec l'AEMO au niveau de qui fait quoi justement, et c'est vrai qu'après on se pose la question à ce moment-là. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle le signalement, j'apporterai une précision par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas saisir directement le procureur, mais c'est le signaler au département, et c'est le département qui va... Pardon ? Non, c'est une... Si vous voulez, je suis juge des enfants, je peux répondre. Comment ? Je suis juge des enfants, donc je peux répondre à cette question si vous le souhaitez. Ouais. Alors, je précise. Je pense que dans tous les départements, la procédure est la même, à savoir que nous, saisir directement le PROC ou le JE, les autosaisines n'existent plus dans le département où je travaillais, et tous les signalements devaient passer par la cellule de recueil et tout, et à charge du département de transmettre au PROC. Je vais vous faire une réponse de Normand, vous pouvez faire les deux. D'accord. Il y a des critères légaux. Alors, première chose, une mesure AGBF peut tout à fait être ordonnée sans qu'il n'y ait aucune autre mesure. Dans mon cabinet, j'ai pas beaucoup de dossiers, hein, c'est une petite minorité, mais il y a 4 ou 5 mesures d'AGBF sans aucun suivi en assistance éducative, la plupart du temps parce qu'on a de l'administratif côté AED. Mais vous pouvez très bien, il peut très bien y avoir une saisine uniquement sur l'AGBF. Le deuxième point, c'est sur à qui signaler. S'il y a déjà une mesure d'AE en cours, moi je vous conseille de passer par l'AE. L'AED, l'AED, l'AEMO, le placement vis-à-vis du département, c'est tout à fait possible. Si on écrit à la CRIP, si c'est un signalement, il va y avoir une nouvelle évaluation qui va être demandée. Pas forcément. Si vous avez une CRIP qui fonctionne de manière intelligente, elle va simplement reprendre l'élément, reprendre l'information et la répercuter.
On n'est pas obligé d'avoir à chaque fois. Vous avez des familles qui sont signalées 5 ou 6 fois par an. Il n'y a pas une nouvelle évaluation à chaque fois. Ou alors uniquement sur le point spécifique de la GBF, enfin de la gestion financière. Sur à qui signaler s'il n'y a pas d'AE en cours, s'il y a un mauvais fonctionnement, un mauvais partenariat, soit vous signalez au procureur, vous pouvez le faire. Toute personne chargée d'une mission de service public peut le faire, notamment quand un enfant est en danger. Soit vous repassez par la CRIP, c'est aussi une possibilité. La saisine du juge des enfants, elle est toujours possible. Ça doit être que chez vous, mes collègues ne souhaitent pas l'utiliser. Légalement, vous pouvez le faire. Moi, je vais vous le déconseiller. Parce que ça veut dire que nous, juges des enfants, quand on va avoir l'info qui arrive sur le bureau, on va avoir très peu d'éléments avec. Donc il vaut mieux que ça arrive soit via le parquet, soit via la CRIP. À mon avis, en termes d'efficience, c'est beaucoup plus intéressant. Je précise aussi que vous ne pouvez pas... en fait, il y a des textes, c'est le Code de procédure civile, qui indique clairement qui peut saisir le juge des enfants. Et il me semble que les services de prévention n'en feront pas partie. Hein, donc ça serait de la saisine d'office, donc beaucoup de juges seront réticents, donc il vaut mieux passer par le circuit classique. Par contre, il me semble que c'est 375-9-2 qui dit assez explicitement qu'un bailleur social peut aller saisir le juge des enfants. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Justement, s'il n'y a pas de mesure, est-ce que la CRIP, quand elle reçoit votre rapport, Quand il n'y a pas de mesure en cours, justement, mesure judiciaire ou administrative, si on saisit la CRIP, est-ce qu'elle ne va pas redemander une évaluation au secteur de la situation ? Si je peux me permettre, ça va dépendre de ce qu'il y aura dans votre rapport. C'est soit il y a suffisamment, je pense que la CRIP 13 ne fonctionne pas trop mal et relativement en bonne intelligence. Donc, je ne vais pas parler à la place de mes collègues, mais si effectivement votre rapport est étayé, il n'y a pas de raison qu'une évaluation soit demandée à une maison départementale de la solidarité parce que la plus-value n'y sera pas. Par contre, si vous donnez très peu d'éléments, effectivement, la question va se poser. Soit la CRIP revient vers vous, soit elle va demander une évaluation. Mais a priori, si votre rapport est complet, il n'y a pas de raison que la CRIP demande une évaluation de votre évaluation. Juste peut-être là, après on passera au repas, j'imagine, Madame Souda, parce que voilà, il y a plusieurs choses que je voulais reprendre sur les questions d'institutionnalisation et de réseau, mais j'ai sélectionné dans ce que j'avais à dire. Mais comme je suis là un peu pour faire le fil rouge, notamment sur la question du pouvoir d'agir, et que j'en parlerai cet après-midi dans une conférence terminale, juste dire que par rapport à la fragilité du réseau, vous avez en tête que les réseaux qui sont du coup plutôt des coopérations en fait de gré à gré entre des professionnels qui sont à la fois rapides mais très fragiles, hein, vous l'avez dit, parce que quand quelqu'un part, etc. On institutionnalise. C'est une des réponses et ça peut être intéressant, hein, mais ça porte aussi des fragilités. L'institutionnalisation, justement la désincarnation, la perte de sens, parce que du coup on n'est plus sur des situations singulières, etc. Donc il peut y avoir un certain nombre de risques. Moi, il me semble que l'institutionnalisation, elle a ceci d'intéressant, si elle permet des effets de régulation sur le territoire. Si à un moment donné, on fait arrêt sur image, régulièrement, en se disant comment on a collaboré, à quel endroit il y a eu des incidents critiques, à quel endroit on a merdé, à quel endroit on a bien bossé, etc. Et que du coup, il y a un apprentissage collectif et donc un retour. On a besoin. On est dans des métiers où, enfin, vous êtes dans des métiers où vous enfilez quand même beaucoup de situations et vous passez de l'une à l'autre. La nécessité absolue d'avoir des moments de regard lucide et rétrospectif. Donc je pense que l'institution doit être aux côtés des professionnels, notamment là-dessus. Et puis sur la question du réseau, juste pour aller sur le pouvoir d'agir, on a parlé du PPE, loi de 2007, mais le PPE, grosse couche de plus avec la loi du 14 mars 2016, et le décret. Et si vous lisez le décret qui est consécutif à la loi du 14 mars 2016 sur le PPE, on parle d'environnement familial élargi à tous les endroits. À tous les endroits. Moi, je le lis avec des équipes qui ne l'ont absolument pas lu. Et donc, une des questions qu'on pourrait avoir sur le réseau, si on veut aller dans le pouvoir d'agir, c'est comment le réseau, c'est pas uniquement des professionnels autour d'une famille, parce que ça a des effets iatrogènes hein, aussi. Les effets de NAS. Effets iatrogènes, ça veut dire effets indésirables. Hein, j'en parlerai cet après-midi. Mais il y a des effets de NAS, de gens qui se sentent finalement pris de toutes parts par de multiples spécialistes. C'est très documenté, ça par les chercheurs, dont Pierrine Robin ou d'autres.
en protection de l'enfance en tout cas. Donc comment élargir le réseau à l'environnement familial élargi? Ça, je pense, ça pourrait être... Parce que eux, ils sont là 24/24 par rapport à nous professionnels. Donc comment on permet qu'autour de la table, il y ait du réseau autour d'une famille, autour d'une personne, on pourrait dire la famille de cœur. On verra dans les pratiques de pouvoir d'agir, j'en parlerai cet après-midi. Clinique de concertation, conférence familiale. On compose l'environnement qui sera autour de la table avec les gens. Et on ne dit pas, ah ben non, lui n'a pas le droit de citer parce que... Enfin, vous voyez, c'est les gens qui légitiment, qui les aident à vivre et à bâtir un monde vivable avec leur enfant. Et du coup, un des déclics extrêmement intéressants dans les pratiques de pouvoir d'agir, c'est que la convocation du réseau se fait par les gens. C'est-à-dire que non seulement c'est les gens qui composent qui y aura autour de la table, mais c'est eux qui écrivent et problématisent le pourquoi on vous réunit. Et les gens disent à quel point ça change les choses d'être capable d'écrire en disant « j'ai besoin que vous vous réunissiez » que je vous réunisse autour de ma situation. Enfin, il y a des pratiques comme ça, voilà, c'est pour ça que je redis conférence familiale, donc Family Group Conferencing, qui nous vient de Nouvelle-Zélande, ou clinique de concertation, par exemple, qui est plutôt un dérivé de la thérapie contextuelle de réseau. On est dans des pratiques là où effectivement les gens prennent la plume, ils prennent la main sur la possibilité de convoquer, de nous convoquer. Et c'est extrêmement intéressant. Donc c'est aussi une piste pour que les réseaux soient moins fragiles. De sortir aussi, donc il y a l'institution, mais il y a aussi d'aller vers les gens et la société civile et l'environnement familial élargi, qui est une piste aujourd'hui, évidemment, insuffisamment, on n'a pas l'habitude. Mais il y a des droits, hein. Tu as parlé de la loi 2002, le droit d'être accompagné de la personne de son choix, c'est dans la loi 2002, hein, dans la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, mais c'était déjà dans la loi de 84, 6 juin 84, article 51, c'était déjà là, formulé exactement comme ça, et c'est l'article 26 de la loi du 14 mars 2016, qui est donc, du coup, qui ne crée pas, la conseillère technique nous disait ça, j'ai mis cet article-là dans la loi de 2016 pour le remettre sous le nez des professionnels, alors qu'il était toujours en vigueur, parce qu'on dénie toujours ce droit aux gens. Donc élargir le réseau aussi en étant surpris par ce qui nous amène et ce qu'ils mettent à table, qui va peut-être nous décontenancer, mais qui pourra être porteur de perspectives, dans leur pouvoir d'agir en tout cas. J'étais un peu long. Ah bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose que nous passions au repas. Je vous propose de reprendre à 13h50 pour la table ronde numéro 3. Merci beaucoup. À tout à l'heure.